Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de toutes les lectures que j'ai pu faire sur le mois de mars. Et comme on dit jamais 203, au mois de mars, j'ai encore fait un grand écart niveau expérience de lecture. J'ai eu un coup de cœur, un abandon et de belles surprises, mais on va voir ça dans un instant. D'abord, une petite précision par rapport à tous ces livres qu'il y a sur la miniature. Oui, j'ai lu tout ça, mais il y a bien un abandon dans le lot, et deux de ces titres, je les ai lus en partie sur le mois de mars. Il y en a un que j'avais commencé en février et je l'ai terminé en mars, et un autre que j'ai commencé en mars et que j'ai terminé en avril. Mais pour le bien de cette vidéo, on va considérer qu'ils sont entiers, puisque évidemment, je vais vous dire ce que j'en ai pensé aujourd'hui. Dans ce récap du mois de mars, donc, je me mets sur le côté comme ça, vous avez l'image ici, il y a bien 10 romans qui ont été lus sur le mois de mars, et dans le lot, comme je vous le disais, il y a eu un abandon à mi-parcours. Je me suis forcée à aller jusqu'à 50%, on va s'en reparler. J'ai noté 3445 pages lues, ça comprend la moitié de mon abandon, et ça comprend la moitié du livre que j'ai lu au mois de mars et que j'ai terminé au mois d'avril. J'ai été assez étonnée en faisant les petites statistiques tout à l'heure de me rendre compte que je n'ai pas lu de livre audio ce mois-ci, et je n'ai pas lu de livre en e-book non plus. Je n'ai lu que des livres en papier et que des livres qui étaient dans ma pile à lire. Il n'y a pas eu d'emprunt à la médiathèque, il n'y a pas eu d'audio, il n'y a pas eu d'e-book, et tous ces livres que j'ai lus étaient dans ma bibliothèque. Ça commence à se vider un petit peu, ça fait plaisir. Ceci dit, dans ces 10 livres, il y en avait 2 que j'avais reçus sur le mois de mars justement en service de presse, donc je les ai sortis très rapidement de ma pile à lire pour pas les faire traîner. Pour ce qui est de la moyenne des notes que j'ai pu donner sur le mois de mars, on est sur 3,15 sur 5. On est quand même au-dessus de la moyenne, mais c'est pas très folichon non plus. Et vous allez le voir, en réalité, il y a très peu de livres moyens. Il y a eu quasi que des bonnes surprises ou de très mauvaises surprises. Mars, ça a été le mois du grand écart. Sur les 10 livres que j'ai lus, il y en a un qui était en anglais, tout le reste c'était en français. J'ai aussi terminé une série, j'en ai abandonné une autre, et j'ai avancé dans 2 séries qui sont toujours en cours, et j'en ai démarré 2 autres. Heureusement qu'au mois d'avril, je me focus sur les séries. Et écoutez, sans plus tarder, je vous propose qu'on se lance dans tout ce que j'ai lu au mois de mars. Et écoutez, j'ai bien envie d'y aller crescendo et du coup de démarrer avec l'abandon du mois, qui malheureusement était un service de presse que j'avais reçu dans le cadre d'une masse critique avec Babelio et du coup les éditions Point, puisque j'avais reçu une histoire naturelle des sons de Caspar Anderson. Non, Anderson. Il me semble bien que je vous en avais déjà parlé en vous disant que ça me faisait trop envie. C'est de la non-fiction, un essai autour des sons naturels du corps, de l'espace, de la faune, de la flore, de la nature. Et on nous promettait un livre qui nous faisait voyager jusqu'aux limites extrêmes de l'audible pour mieux écouter le monde méconnu et merveilleux des bruits. Ça me faisait trop envie. J'adore apprendre des choses qui me sortent complètement à la fois de ma zone de confort et puis de domaines où je me dis que tiens, je pourrais apprendre quelque chose. Clairement, un historique sur les sons et les bruits, on voit pas ça partout et moi ça m'avait donné envie. L'essai est composé d'une multitude de chapitres qui se focalisent chacun sur une thématique précise. Par exemple, là, j'ouvre, on a la résonance, partie 3. On avait les cloches, guérir par le son, il y en avait un sur les volcans, le cachalot, l'éléphant, il y en a pour tout le monde. Ceci dit, j'ai pas accroché du tout. Au début j'étais hyper intéressée et au plus j'avançais, au plus je décrochais complètement de ma lecture. Et avant de l'abandonner, ça faisait bien presque une semaine que je me forçais à lire quelques chapitres par jour pour l'avancer, pour pouvoir faire une critique, mais j'étais plus du tout intéressée par ce que je lisais. On a énormément de digressions, et par exemple, si on prend le chapitre sur l'éléphant, je dis n'importe quoi, je m'en souviens plus exactement, mais si je prends le chapitre sur l'éléphant, on va parler certes de l'éléphant, et puis on va partir sur une autre espèce, et sur l'historique de l'anatomie d'une autre espèce qui ferait potentiellement penser à l'éléphant, qui va se rapprocher, oui, mais pas tout à fait non plus. J'étais tout le temps perdu et j'étais tout le temps en train de lire des choses que je ne comprenais pas. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, on va arrêter le carnage parce que la panne de lecture, elle va pas tarder à arriver et ça n'en vaut jamais la peine. Ah, il y a l'armée qui passe. Et comme celui-ci, je l'ai abandonné, je ne lui ai pas mis de note. Ensuite, sachez que le prochain livre, je lui ai mis la note de 1,5, mais c'est un tome suivant. Et le premier tome, je l'ai lu dans le même mois et je lui ai mis la note de 2. Donc écoutez, on va se parler de la série, enfin du coup du tome 1 et du tome 2. Et si vous avez vu le vlog
que dis-je, le court-métrage que j'ai sorti un petit peu plus tôt sur la chaîne sur toutes les lectures que j'ai pu faire dans le cadre du prix Babelio catégorie imaginaire 2025, vous savez très certainement que j'ai découvert une grosse partie de la série d'Emily Wilde de Heather Fawcett. J'ai donc lu le tome 1, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, et le tome 2, la classe des autres terres d'Emily Wilde, toujours de Heather Fawcett donc, et j'ai mis 2 étoiles au premier tome, 1 étoile et demie au tome 2. Je vous rassure, je vais pas m'éterniser dessus puisque je vous en ai déjà pas mal parlé dans le vlog qui est sorti il y a quelques jours seulement, mais je vais quand même vous faire un rapide topo dans cette série qui se déroule sur 3 tomes et dont clairement je ne lirai pas le tome 3. On va suivre le personnage d'Emily Wilde qui est dryadologue. Elle étudie les fées, elle est universitaire, scientifique, c'est vraiment une étude sérieuse. Et dans le premier tome ici présent, elle part dans un petit village de Norvège pour terminer ses études et boucler son encyclopédie sur les fées. Et évidemment, il va lui arriver tout plein d'aventures, notamment l'arrivée fracassante de son rival académique qui n'est autre que Wendell Bumblebee. Et Wendell, il est juste magnifique. Mais pour moi, c'est un gros red flag. Et évidemment, il va y avoir une petite histoire d'amour entre les deux. Et donc, dans le tome 2, ici présent, ça se passe environ 1 an après les événements du tome 1. On retrouve Emily et Wendell pour de nouvelles aventures malgré eux. Et cette fois-ci, on va partir dans les Alpes autrichiennes. Et là encore, il va se passer tout un tas de choses. Alors, malheureusement, cette série n'était pas faite pour moi dès le début, puisque c'est de la cozy fantasy. Et je vous le dis quand même assez régulièrement, la cozy fantasy et moi, c'est très rare que ça marche. Mais on verra un petit peu plus tard dans la vidéo, ça fonctionne quand même parfois. En tout cas, ça n'a pas matché ici. Je n'ai pas aimé le style d'écriture d'Heather Fawcett, qui est volontairement très suranné, très pompeux et assez prétentieux, je dois dire. C'est clairement en référence à l'époque où se passe cette série. Ça se passe dans les années 1910. Et pour rappel, on suit des universitaires, donc des personnes qui sont quand même plus ou moins imbus de leur personne. Donc c'est quand même raccord avec l'ambiance et l'atmosphère qui est proposée, mais moi ça n'a pas du tout matché. De toute façon, la moitié du temps, je lisais les choses, je ne les comprenais pas. Il y a même une scène qui se passe dans le tome 2, c'est pas du tout un spoil, il y a une scène d'action, on va dire, et apparemment il y a quelqu'un qui est blessé et ou qui est mort, et j'ai jamais été capable d'enregistrer cette information. Celle-là parmi tant d'autres malheureusement. J'avais beau lire tous les mots, voire même les relire ou les re-relire parce que j'étais pas sûre de ce que je lisais et du coup je comprenais pas, il y avait pas moyen, ça s'enregistrait pas. Donc le style d'écriture, pas du tout pour moi. Les personnages, non plus. Je ne comprends pas cette hype autour de Wendell Bumblebee. Non, je comprends pas. Et je comprends pas cette hype autour de l'histoire d'amour entre Emily et Wendell. Je ne vois pas du tout ces personnages amoureux. Je les vois attirés physiquement, encore que, mais je ne les vois pas amoureux. Je vois pas de sentiments développés. Ceci dit, j'avais quand même bien aimé le côté folklore, le côté construction autour des fées, bien que je trouvais ça un peu compliqué aussi et parfois assez tiré par les cheveux. Et j'avoue, le tome 1 était assez rafraîchissant puisque il y avait quand même un côté gourmandise, un côté cocooning qu'on apprécie en général dans les cozy fantasy par rapport à tout ce qui se passe dans le village de Norvège. Il y avait un peu ce petit côté paisible, vie dans un village reculé, en plein hiver, on y vit une vie simple qui est accordée avec la nature. C'est quelque chose qui me plaît en général et du coup c'est pour ça que j'ai donné 2 uniquement malheureusement, mais 2 quand même à ce premier tome. Par contre dans le tome 2, j'ai pas du tout retrouvé le seul côté positif que j'avais aimé dans le tome 1. Non. Et je dirais même plus, on en avait parlé avec Liv puisqu'on a lu le tome 2 ensemble, une lecture commune très spontanée. On s'est motivé le jour même à le sortir de notre pile à lire. Elle avait adoré le tome 1, donc elle partait très confiante avec le tome 2. Moi, j'y partais à reculons, mais fallait que je le lise pour ce vlog. Et on a été toutes les deux d'accord pour dire que l'intrigue du tome 2, c'est un copier-coller de l'intrigue du tome 1. On change 2-3 petites choses, mais globalement, c'est le même topo. Donc forcément, très déçue par cette série. Vous l'avez compris, je vous l'ai déjà dit de toute façon, c'est la série que j'abandonne sur le mois. Je l'ai démarrée, je l'ai avancée et je l'ai terminée sur le même mois, puisque je ne lirai pas le tome 3. Vous êtes prévenus, même s'il est sélectionné dans le prix Babelio 2026, je ne lirai pas le tome 3. J'ai pas envie de dépenser
mon argent dans un livre que je sais que je vais pas aimer. Et surtout, je ne veux pas perdre mon temps dans une lecture que je sais que je n'ai pas appréciée. On passe désormais à la lecture pour laquelle j'ai mis un 3 étoiles sur 5. Donc on est passé au-dessus de la moyenne, ça fait plaisir. Malheureusement pour moi, c'était le second service presse que j'avais reçu sur le mois. C'est Fragments d'un Dieu mourant de Jonathan Brichy. Je suis un peu déçue parce que je m'attendais à beaucoup plus apprécier ma lecture. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais demandé en service presse. Et techniquement, ce n'est pas un roman, c'est une novella. Un roman donc assez court qui fait 150, 200 pages 182 pages. Et 182 pages avec parfois des pages quand même très aérées. Et pour moi, Fragments d'un Dieu mourant, ça allait être une petite pépite. On partait dans un monde de fantaisie dans lequel on allait suivre un garde du corps, le garde du corps royal, qui se trouve être aussi l'amant du souverain. Il va partir dans une quête pour sauver l'homme de sa vie puisqu'il est sujet à dépression. Malheureusement, dans ce monde-là, la magie a une vraie particularité puisque les humeurs du souverain sont littéralement liées à la météo, au climat du territoire. Donc au plus un souverain est heureux, au plus le climat sera agréable et les terres vont prospérer. A contrario, au plus un souverain est triste, mélancolique, dépressif, au plus il va y avoir de tempêtes, de ravages, de catastrophes climatiques. Et forcément, les terres comme les citoyens vont en pâtir. Et s'ils en pâtissent un peu trop, ils vont tout faire pour se débarrasser du monarque au pouvoir et en placer un autre. Donc forcément, notre garde du corps ici, qui n'est pas nommé, va tout faire pour essayer de sauver la santé mentale de son amour pour lui sauver aussi tout simplement la vie. Moi, c'est clairement cet univers hyper original qui m'avait donné envie de découvrir cette novella, en plus du fait qu'on va explorer une histoire d'amour potentiellement tragique. Donc forcément, une histoire d'amour maudite dans un monde original avec des lois magiques qui sortent de l'ordinaire, pour moi, c'était vendu. J'avais vraiment accroché aux premières pages où on nous explique ce monde particulier de façon très simple, facilement compréhensible et pourtant avec un petit côté lyrique ou poétique, un vocabulaire travaillé, vraiment une très jolie plume. Et puis au fur et à mesure du texte, je décrochais de plus en plus. Et ce côté poétique que j'avais beaucoup aimé au début, il a fini par me faire décrocher de ma lecture. Je pense clairement que le style d'écriture, ça va être quitte ou double pour tous les lecteurs et lectrices de cette novella. Soit vous allez adorer du début à la fin, soit vous allez être comme moi au début conquis et puis très rapidement vous allez décrocher. Le problème étant que pour moi, je n'ai pas accroché à l'histoire d'amour non plus. Malheureusement, on y retrouve surtout une histoire d'amour très charnelle, très sexualisée, parfois même graphique. Je n'ai pas vu ces personnages tomber amoureux, je n'ai pas vu de sentiments amoureux, j'ai vu une attraction physique très importante, voire obsédante. D'ailleurs, j'ai aussi trouvé le personnage du garde du corps, donc notre narrateur, assez toxique dans son comportement avec son amoureux, qui quand même est le souverain. Je l'ai quand même trouvé très jaloux, très, voire trop protecteur. Et pour moi, ça nuit à une histoire d'amour qu'on veut saine. Donc forcément, si j'ai pas aimé le style d'écriture et si j'ai pas aimé l'histoire d'amour qui est décrite, je pouvais pas aimer cette novella. Et je suis hyper déçue parce que vraiment, le côté original à la fois du style d'écriture qui m'avait plu mais qui m'a vite perdu et le monde de fantasy qui a été créé qui est juste incroyable. Pour moi, ça paraissait hyper prometteur. Je pense, ceci dit, que ça peut être une novella qui va pas mal plaire à d'autres personnes. Si vous aimez ce style un peu justement lyrique, onirique et les phrases très réfléchies, très construites, je pense que ça peut vous plaire. Moi, je suis un peu passée à côté, mais je vois très bien le potentiel coup de cœur que d'autres personnes pourraient avoir avec ce titre. Donc moi, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché, mais ça veut pas dire que ça sera le cas pour vous. On passe ensuite au titre auquel j'ai mis 3,5 sur 5. C'était le 4e et dernier tome des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, La nuit du Tengu. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps puisque c'est le roman que j'ai terminé début avril. J'avais lu la moitié en mars et l'autre moitié début avril. Je l'ai terminé le 3 et je vous en ai parlé dans le vlog qui est sorti il y a quelques jours. Et surtout, c'est l'un des romans qui m'a permis de terminer une série, donc je suis plutôt satisfaite. Là aussi, je vous en ai parlé en détail dans un vlog, donc je vais pas m'éterniser. 4e et dernier tome de la série historique qui se passe au Japon médiéval, écrite par Camille Monceau. On y retrouve tous les personnages qu'on a rencontrés depuis le tome 1. C'est clairement un tome de conclusion, un tome final évidemment. L'autrice fait repasser ses personnages principaux et secondaires parfois dans tous les lieux qu'on a pu visiter depuis le tome 1. Donc clairement, ça sent les adieux. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de nostalgie,
Beaucoup de questions existentielles aussi de la part de notre narrateur ici dans le 4e tome. Et si j'ai été un poil déçue par la fin, c'est surtout parce que j'avais des attentes qui correspondaient pas vraiment à la série. Je crois que je l'ai déjà dit dans le vlog, mais clairement j'avais des attentes bien plus tragiques et sanglantes que ce qu'on peut retrouver ici. Mais la fin fait sens quand même, ce côté adieu fait sens aussi, mais pour moi c'était trop long. On avait surtout un rythme un peu irrégulier. Alors autant sur les 3 premiers tomes ça ne me dérangeait pas qu'on prenne notre temps, parce qu'on retrouve un style très contemplatif, notamment avec le style d'écriture de Camille Monceau, qui correspond complètement à l'intrigue et à l'ambiance, et les lenteurs posaient pas tant de soucis que ça. Par contre, dans ce tome 4, j'ai été plusieurs fois gênée, parce qu'on prend plusieurs dizaines de pages pour exprimer certaines émotions ou certaines réflexions. Par contre, on prend 2 ou 3 pages pour décrire les actions qui sont déterminantes sur ce tome 4 et sur tout ce qui a été amené depuis le tome 1 finalement. Donc ouais, j'ai été un peu gênée par ce rythme-là. Autrement, je suis contente de l'avoir terminé, d'avoir dit au revoir à tous ces personnages incroyables. C'était une magnifique plongée très immersive dans le Japon médiéval. Enfin, à chaque fois je dis Japon médiéval, mais c'est le Japon du XVIIe siècle, donc c'est pas si médiéval que ça. Et je suis contente d'avoir pu dire au revoir à tous ces personnages, à tous ces lieux incroyables aussi. Mais ouais, un poil déçu quand même avec ce tome-là. Je m'attendais à un côté un peu plus épique quand même. Bon, et maintenant on passe avec le haut du panier puisqu'on arrive aux lectures auxquelles j'ai donné 4 étoiles sur 5. Et il y en a plusieurs. La première, avant de l'oublier, le 5e tome des Aventuriers de la mer de Robin Hobb, c'était Prison d'eau et de bois. Évidemment très compliqué de vous en parler puisque tome 5, mais on est dans la continuité du tome 4 qui lançait pas mal de choses. Il y a quand même un côté épique qui commence à s'installer. Et depuis le début, on a déjà vu les personnages qui évoluent énormément et qui vont très certainement continuer d'évoluer jusqu'à la fin de la série. C'est vraiment une série qui prend son temps. Alors autant sur les 3 premiers tomes, j'étais un peu mitigée, j'étais moins embarquée que dans l'Assassin Royal. Là, je commence vraiment à bien accrocher à l'histoire. J'adore retrouver et suivre certains personnages, notamment Kenneth, qui est un pirate qui est exécrable. C'est vraiment l'un des méchants de l'histoire. Mais Kenneth, il est dans une situation particulière où il ne se rend pas compte qu'il fait les choses bien pour tout le monde, alors que lui, il veut faire le mal. Et j'apprécie énormément ce personnage. J'adore voir tout ce qu'il essaie de mettre en place pour être le pirate le plus terrifiant, et finalement il est adoré. J'aime aussi particulièrement l'évolution de Malta. Alors je vous dis ça parce que je suis aussi en train de lire le dernier tome de cette 2e intégrale, qui est le tome 6 du coup. Mais ça fait quand même plusieurs tomes où je me dis que le personnage de Malta, qui est une petite fille au début du tome 1, elle aussi, elle est exécrable, mais je l'apprécie de plus en plus. Robin Hobb, elle est très forte pour écrire les choses de façon très lente, là aussi assez contemplatif, et pour construire son intrigue sur le long terme, vraiment, elle est super forte parce qu'on a l'impression qu'il se passe pas grand chose. Et quand on termine un tome, on se dit « Waouh, il s'est encore passé tout ça ?» Bref, elle est trop forte. J'ai hâte de continuer, de voir tout le potentiel qui va se lever sur du coup la 3e et dernière intégrale que je vais démarrer le mois prochain. Je me régale de plus en plus avec cette série et c'est donc un 4 étoiles pour le tome 5, Prison d'eau et de bois. Et les 2 prochains 4 étoiles sont de grosses surprises. Je suis clairement sortie de ma zone de confort et j'ai bien fait. Le premier, c'est de la cozy fantasy, puisque j'ai lu La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst, qui était le lauréat dans la catégorie imaginaire du prix Babelio 2025. Donc là aussi, je vous en ai parlé dans le vlog dédié. D'ailleurs, je ne l'ai pas reprécisé, mais évidemment, à chaque fois que je mentionne un vlog, vous allez retrouver dans la barre d'infos sous la vidéo le lien pour retrouver la dite vidéo. J'ai donc lu ce premier tome de série de cozy fantasy. Alors ça reste quand même une série avec des tomes compagnon, mais j'ai bien l'intention de lire la suite puisque forcément j'ai été très agréablement surprise avec ce roman-là. Je vous l'ai dit en début de vidéo et je vous le dis quand même assez régulièrement, la cozy fantasy et moi, ça ne marche pas. Sauf exception, et là c'est la 2e exception seulement qui arrive à me faire apprécier de la cozy fantasy. La première c'était il y a plusieurs années et c'était celui-ci, La société très secrète des sorcières extraordinaires. Bref, pour en revenir à la petite boutique de sortilèges, on va suivre ici notre personnage principal qui s'appelle Kiela, qui est une jeune bibliothécaire qui se retrouve à fuir très précipitamment la capitale de l'Empire où elle travaille, puisqu'il y a un coup d'état et elle a quand même réussi à embarquer avec elle plusieurs caisses de livres qui sont quand même très précieux, ainsi que son assistant qui est une plante sentiente qui parle. Et j'adore cette plante. Et après leur fuite, ils se retrouvent bien embêtés quant à savoir où est-ce qu'ils vont
débarquer et finalement ils s'échouent plus ou moins sur l'île natale de Kiela. Évidemment à partir de là ils vont reprendre leur vie à zéro, retrouver la vieille maison des parents de Kiela, la retaper, s'installer et découvrir un petit peu comment survivre quand on n'a aucune compétence particulière puisqu'on a passé sa vie enfermé dans une bibliothèque. Écoutez, franchement j'ai adoré, j'ai passé un super bon moment de lecture, je m'y attendais pas du tout. Pour moi d'habitude le gros côté négatif de la cozy fantasy c'est que c'est trop mielleux pour moi, ou bien les personnages sont pas assez intéressants, pas assez profonds dans leurs réflexions, un peu trop lisses, et où le world building même s'il est intéressant ça reste un peu trop léger. Bah écoutez, là ça n'a pas du tout été le cas. J'ai adoré ce que Sarah Bessdurst a pu construire dans son ambiance très nature, une ode à la vie simple. On va faire pousser nos fruits et légumes, des plantes, on va faire des confitures pour pouvoir les vendre, faire des sous et par conséquent pouvoir améliorer la maison. On va rencontrer les voisins, les habitants du village, on va se faire des amis, même si on n'aime pas ça. On va aussi peut-être potentiellement tomber amoureux de quelqu'un. Et écoutez, d'habitude, c'est vraiment toutes ces choses-là qui me gonflent et là, ça a vraiment marché pour moi. La magie de la cozy fantasy, faut croire. On a aussi énormément de bienveillance dans ce roman et je trouve que c'était vraiment bien fait puisqu'il y a quand même une frontière qui est assez floue et assez facile à dépasser. En tout cas, pour ma part, quand je lis ce genre de choses, ça peut très facilement devenir trop lourd ou avoir un message trop forcé. Et là, bah pour moi ça n'a pas du tout été le cas. C'était bienveillant sans l'être trop, c'était gourmand sans l'être trop, c'était mignon sans que ce soit dégoulinant non plus. La magie était aussi super sympa, il y a des créatures qui sont inventées, qui sont trop mignonnes et hyper faciles à imaginer et à visualiser. Finalement le seul point négatif pour moi c'est que c'était un peu trop long et qu'il y avait parfois trop d'événements qui s'enchaînaient pour avoir un peu de temps mort. Autrement, ça a été une super bonne surprise. Et autre super bonne surprise que j'attendais pas, mais là dans un tout autre genre, j'ai sorti une romance cow-boy de ma pile à lire. J'ai lu Done and Dusted, qui là aussi est un premier tome de série avec des tomes compagnons. C'est écrit par Lila Sage. Et donc vous l'avez compris grâce à la couverture, c'est une série de romances qui se passe autour d'un ranch. La série s'appelle Rebel Blue Ranch d'ailleurs. Et dans cette série, les personnages principaux sont les membres de la famille qui tient le Rebel Blue Ranch. Et dans le premier tome, on va suivre la Benjamin ici, qui est Amy. Quand elle était plus jeune, elle a tout fait pour quitter sa ville qu'elle trouvait un peu barbante. Et au début de ce tome 1, elle revient en catastrophe dans sa ville natale. Elle a fui la vie qu'elle avait dans la grande ville et on va apprendre un petit peu plus tard pourquoi. Et il se trouve qu'elle a notamment eu un accident de cheval. Gros problème quand on sait qu'elle est une championne de barrel racing. Et je savais pas du tout ce que c'était, mais en fait c'est expliqué assez rapidement. C'est une compétition où le cheval et son cavalier vont tourner autour de tonneaux dans un temps très restreint. Donc elle est championne de cette discipline et forcément d'être tombée de cheval, elle va avoir un gros blocage quant à remonter à nouveau sur un cheval. Et elle va se reconstruire auprès de sa famille, de son ranch et surtout du meilleur ami de son frère. Écoutez, là encore sur le papier, il n'y avait rien pour que ça colle avec moi et pourtant... Ça a été une lecture hyper rafraîchissante. Le style d'écriture est plutôt sympa. Évidemment, on s'attend pas à un style très développé ou avec un vocabulaire très recherché, mais ça colle très bien à l'histoire qu'on nous propose ici. Ça reste une lecture qui se dévore puisque forcément on a envie d'enchaîner un peu les chapitres. Et j'ai beaucoup aimé les personnages, notamment la famille Ryder. D'ailleurs, mon personnage préféré, c'est Papa Ryder, le papy, qui, je m'attendais pas du tout à ça dans ce type de roman, mais il m'a fait verser quelques larmes d'émotion à un passage. Et je vous avoue que je suis curieuse de lire la suite pour retrouver certains des personnages d'ailleurs. Par contre, évidemment, comme c'est une romance, il faut que je vous en parle, les scènes de smut. Voilà, il y a quelques scènes épicées, donc forcément... Bah moi j'aime pas ça, donc je compte comme un point négatif. Il y a d'autres personnes qui vont adorer ça parce que c'est ce qu'elles recherchent. Moi j'aime pas ça, donc forcément ça pouvait pas être positif pour moi. D'autant plus que je les ai trouvées quand même assez cringe. Ça vaut aussi pour les scènes de rapprochement, c'était un peu trop facile, un peu trop téléphoné. Mais bon, ça se lit quand même. Par contre notre personnage de Luke, notre love interest, c'est quelqu'un de très dominant dans son intimité. Et alors moi ça m'a gênée parce que ça donne vraiment un côté très cringe. Et notamment les dialogues pendant ces scènes de sexe... Non, ça ne le fait pas du tout. Ça faisait très vieux film pour adultes des années 80-90. Vous voyez un peu le genre.
Et autre point négatif que j'avoue je suis un peu saoulée de retrouver à chaque romance que je lis, le classique, il est très grand, je suis toute petite, oh mon Dieu, ça ne va jamais passer. Il y en a marre. Il y en a marre. Malgré tout ça, ça reste un 4 étoiles sur 5, une très bonne surprise. Et alors oui, je compte bien lire la suite, mais ça va pas être tout de suite non plus, faut pas abuser. Et enfin, on arrive sur le très très haut du panier. J'ai donné 4 étoiles et demie sur 5, on a frôlé le coup de cœur à A Diary of Blood de S.T. Gibson, Dot de sang en français, avec la même couverture aux éditions Sabran. Là aussi, je l'ai lu dans le vlog pour le prix Babelio Imaginaire 2025, donc pareil, je vous en parle en détail dans cette vidéo. Mais sachez que c'était un livre qui traînait dans ma pile à lire depuis plus de 2 ans. Je l'ai enfin lu et c'était magnifique. On y lit et suit la lettre de Constanta qui s'adresse à son mari, qui, on le comprend assez rapidement, est très certainement Dracula. Il n'est pas nommé, mais elle nous explique que c'est un vampire plusieurs fois centenaire et qui aura marqué les âges. Donc nous, lecteurs, on comprend bien que c'est l'histoire de la première femme de Dracula. Enfin, première, peut-être pas. Au travers de cette lettre qu'elle lui adresse, nous, on va découvrir son histoire depuis sa transformation, sa naissance en tant que vampire, et tout ce qu'elle a pu vivre au travers des siècles qu'elle a partagé avec lui. Et on va très vite le comprendre, c'est surtout l'histoire d'une relation toxique qui lui a été imposée et qu'elle va comprendre au fil des âges. J'ai adoré cette lecture. Comme je vous le disais, on a frôlé le coup de cœur. J'ai adoré le style d'écriture de cette autrice que je découvrais. C'est un style qui est très poétique et pourtant avec des mots simples. Je l'ai lu en anglais, je peux vous dire, c'est très simple, c'est hyper accrocheur. On va y retrouver une ambiance assez gothique, assez sombre, mais poétique en même temps. Ça donne une intrigue très très belle malgré son côté hyper malsaine. Et j'ai adoré suivre Constanta et les autres personnages qu'on rencontre au fil de l'histoire. Ceci dit, j'ai un peu moins accroché à cette espèce d'épilogue qu'on a, qui s'appelle An Encore of Roses en anglais, qui pour moi a clairement gâché la fin. On se serait arrêté à la page 268 en anglais avec la séparation. Pour moi, ça aurait été parfait, mais avec cet épilogue qui est proposé, qui... Pour moi, j'imagine, j'ai pas fait de recherche, mais j'imagine que c'est un peu un chapitre bonus qui a été ajouté et qui me gâche un peu justement cette fin qui était ouverte et qui était proposée et qui était juste magnifique et qui faisait sens dans l'histoire. Malgré tout, c'est quand même un livre que j'ai adoré enfin découvrir, que je regrette d'avoir traîné autant pour le lire justement. Je regrette aussi de ne pas avoir eu mes post-it à côté de moi. J'annote très rarement mes livres. Mais celui-ci, clairement, j'aurais dû le faire et je pense que je le relirai un jour, en anglais ou en français, j'ai pas encore décidé, mais je le relirai un jour armé d'un crayon à papier ou d'un stylo et surtout de mes petits post-it pour pouvoir l'annoter. Parce que quasiment toutes les pages, je m'arrêtais en me disant « c'est trop beau ». Il faut que je relève cette citation, c'était magnifique. Clairement, on a frôlé le coup de cœur avec A Diary of Blood et j'ai trop hâte de continuer à découvrir cette autrice avec ses autres romans. J'ai gardé mon marque-page puisque dans mon édition ici en anglais, on propose le premier chapitre de son autre titre qui est en anglais An Education in Malice. Je vous mettrai la couverture en français ici parce que j'ai oublié le nom. Mais c'est un titre qui est quand même dans mon radar depuis un moment. Et donc là, comme j'ai le premier chapitre, j'ai l'intention de le lire pour voir si c'est ok pour moi de le lire en anglais ou s'il faut que je passe sur la traduction en français. Dans tous les cas, ça reste un titre que j'ai très envie de découvrir. Et enfin, évidemment, je pense que vous l'avez très bien compris, on arrive aux 5 étoiles, au coup de cœur du mois de mars. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est le dernier tome de Dungeon Crawler Carl de Matt Dinniman. Le tome 4, le portail des dieux infernaux. Et au moment où je vous tourne cette vidéo, le tome 5 sort dans 2 semaines. J'en peux plus. Je n'en peux plus d'attendre. Ça a été mon coup de cœur du mois de mars et clairement, jusqu'à présent pour moi, c'est le meilleur tome de la série. Alors oui, j'ai donné 5 étoiles au tome 1, au tome 2, au tome 3, mais celui-ci, ce serait un 6 étoiles. Je me suis régalée de A à Z. C'est d'ailleurs le livre le plus long que j'ai lu sur le mois de mars. Il faisait 651 pages et je n'en enlèverai pas une. Je me suis régalée. Là aussi, je voulais vlogger. Et là, pour le coup, la vidéo est entièrement dédiée à la lecture de ce tome 4. Et je pense que vous allez rire d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs passages où moi, je rigolais comme une baleine à la lecture. Et je les ai filmés, je les ai intégrés dans ce vlog. Donc, je vous invite à aller voir si c'est pas déjà fait. Et c'est garanti sans spoiler. Ici, dans ce tome 4,
Karl Donut et compagnie arrive au niveau 5. Et c'est un niveau que j'ai adoré, que j'ai trouvé hyper bien construit, puisque nos crawlers vont être parachutés dans différentes bulles. De mémoire, il y a plus de 1100 bulles. Et dans chaque bulle, on va retrouver environ 150 crawlers. Chaque bulle est divisée en 4 quarts. Il y a le quart air, le quart mer, le quart terre et le quart souterrain. Et Karl et Donut vont se retrouver parachutés dans le quart air de leur bulle. Et pourquoi chaque bulle est divisée en 4 quarts, vous allez me demander? Tout simplement parce que chaque quart a son propre château. Et le but de ce niveau, c'est que chaque château de quart doit être délivré, doit être libéré. Et lorsque les 4 châteaux de la bulle seront libérés, ils pourront faire éclater la bulle et libérer les escaliers qui vont pouvoir les conduire au niveau suivant. Donc même si Karl et Donut arrivent à libérer leur château du quart air, il faut que les autres quarts de leur bulle soient aussi libérés pour pouvoir avancer au niveau suivant. Ça va forcer nos crawlers à travailler main dans la main, alors même qu'ils ne peuvent pas communiquer entre eux, ils ne peuvent pas passer d'un quart à un autre tant qu'il n'est pas libéré. Ça complique évidemment les choses, sinon ce serait trop facile et ce serait pas intéressant pour les milliards de citoyens intergalactiques qui regardent cette télé-réalité. Donc comme je vous le disais, j'ai adoré ce niveau, qui peut paraître un peu compliqué d'ailleurs comme je l'ai expliqué, mais c'est super facile à comprendre. J'ai adoré la nouvelle dynamique qui est proposée où on doit quand même travailler main dans la main, mais pas trop non plus, ce qui propose d'ailleurs une continuité avec le tome 3. Bref, ça a été un régal, j'ai adoré, rigolé, et il y a eu quelques moments d'émotion aussi, j'étais à ça de verser ma petite larme. Vraiment, Matt Diniman, il est trop fort dans ce qu'il propose au niveau de la construction de ses personnages, de ses fils d'intrigue, de son fil rouge, mais aussi des sous-intrigues. Il a une imagination vraiment débordante et qui fait sens. Tout fait sens depuis le tome 1. Et j'ai aussi adoré l'épilogue, le double épilogue d'ailleurs, puisqu'il y a 2 choses qui nous sont révélées dans l'épilogue de ce tome 4 qui changent de d'habitude. En général, dans l'épilogue, on a l'émission du passage entre le niveau en cours et le niveau qui va s'annoncer. Là, c'est pas le cas. Je vous dirai pas ce qu'il en est, mais c'est pas le cas. Et il y a une révélation que j'attendais depuis le tome 1. Je me suis régalée. Et très franchement, si j'étais pas en train de me filmer, j'aurais hurlé. Tellement j'étais contente et en même temps choquée d'apprendre tout ce qui allait se passer. J'ai très hâte de lire le tome 5 qui s'appelle La Mascarade du Boucher. Ça va être une folie. Il va faire 100 pages supplémentaires, donc plus de 750 pages, mais je m'en fous. J'ai trop hâte de le lire et je m'attends à ce qu'il soit complètement explosif. Donc forcément, attendez-vous à ce que je vous parle très bientôt du tome 5. Ah aussi, il y a un nouveau personnage qui débarque, que j'adore. Je me demande même si c'est pas un personnage qui va surpasser Donut dans mon cœur. Pourtant, vous savez que Donut, c'est ma diva préférée de tous les temps. Mais là, je crois que j'ai un nouveau personnage préféré. Bon bah voilà, avec tout ça, ça fait plus d'1 heure que je vous parle de toutes mes lectures du mois de mars, donc il est temps de s'arrêter là. Évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, on va y aller avec un emoji château. Je suis quasi sûre qu'il y a un emoji château. Et j'ai bien envie aussi que vous me disiez quelle a été votre meilleure lecture du mois de mars. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de faire encore plus agrandir ma palle. Autrement, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Le mercredi à 10 h et exceptionnellement, ce sera pas samedi prochain, mais dimanche, puisque dimanche va sortir le prochain épisode du podcast que je fais avec Liv de la chaîne Living Books. Et ce mois-ci, le 4e épisode sort sur ma chaîne. Ce sera donc disponible dimanche à partir de 9 h. Donc voilà, exceptionnellement, pas de vidéo samedi, mais dimanche. Sur ce, je vous dis bye bye!